On va enchaîner sur la suite de notre matinée. On a une journée sur le thème de l'esprit de conquête, mais pour partir à la conquête et aller de l'avant, il faut être bien armé et ne pas avoir d'entrave dans son chemin. Et quand on va sur le terrain, on rencontre un certain nombre d'entre vous et on s'est aperçu que vous étiez plusieurs à avoir eu des sujets de blocage dans vos entreprises liés à la cybersécurité, cybercriminalité. C'est pour ça qu'on a choisi cette thématique aujourd'hui avec des interventions très concrètes pour vous dire ça ne concerne pas que les grosses entreprises, vous allez le voir. Et il y a des moyens de se prémunir, il y a des moyens d'agir. Et pour ça, on a fait appel à un certain nombre d'experts ce matin pour éclairer le sujet. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Bruno Hamon de la société Mirka qui va commencer à éclairer sur ce sujet, sur le décryptage et la prévention en matière de cybersécurité. Bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Je connais quelques têtes parmi vous. Pierre Dac disait le siècle dernier, il vaut mieux penser le changement que changer de pansement. Et il avait raison. J'ai toujours 30 minutes, peut-être un peu moins, pour vous expliquer ce qui s'est passé ces 25 dernières années. Où en sommes-nous aujourd'hui en matière d'enjeux et de difficultés, et en particulier ceux liés à la cybersécurité, et quelles solutions on pourrait apporter devant ces enjeux qui se présentent à nous dans les 20 prochaines années. C'est compliqué en 30 minutes. Rapidement donc. Le vert ? Le bouton vert. Ah oui, merci. Très rapidement, je dirige un cabinet dans le conseil, ce n'est pas le plus important. Je suis également diplômé de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, où on a travaillé notamment sur les enjeux et difficultés de la cybersécurité. Je donne un certain nombre de conférences et je dispense des cours dans des instituts. Ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, ça va peut-être vous rappeler des petites choses drôles. Dans les années 80, on a vécu un certain nombre de bouleversements, et notamment des industries. L'industrie du PC. Certains vont peut-être reconnaître le ZX Sinclair ou l'Amstrad. Et oui, c'était les années 80 avec des cassettes. Et ces fameux ordinateurs qui étaient à l'époque l'industrie du PC, qui arrivaient dans nos maisons et dans nos domiciles comme au bureau, il a fallu les comprendre, les adopter et les apprivoiser. Et puis quelques temps après, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de partager un petit peu les ressources de ces différentes machines. Et on a créé ce qu'on appelait le LAN, le Local Area Network, le réseau local. L'avènement de 3Com, de Novell, de SEONIX. Et puis ensuite, un peu plus tard, on s'est dit, mais c'est très bien, mais moi j'aimerais bien discuter entre Paris et Lyon. On a créé l'industrie du WAN, le Wild Area Network. Le plus bel exemple en matière de réussite de société, c'est Cisco. Toutes ces révolutions que l'on a dû agréger, comprendre, rapidement intégrer, il a fallu en prendre compte. Et puis après est arrivé, à partir de 1994 jusqu'à aujourd'hui, l'industrie de l'Internet, qui a ouvert elle-même d'autres industries. La sécurité, c'est bien d'ouvrir les portes, il faut juste les protéger. Et puis également le e-commerce. 2003, la mobilité. J'ai un petit slide juste après qui va vous montrer l'évolution de ce qui s'est passé juste en 20 ans en matière de mobilité. On a tous aujourd'hui un smartphone, on est tous connectés. 2010, le cloud, ce fameux nuage dans lequel on va positionner nos données. Je crois savoir que cet après-midi, vous allez parler du règlement général de la protection des données personnelles. C'est bien, ça fait 3 semaines qu'il est appliqué. Et puis, à partir de 2015, on va vous proposer des objets connectés. Aujourd'hui, vous allez voir à peu près, nous avons 4 objets connectés sur nous, un PC, une tablette, une télévision, un ordinateur. Ce chiffre va être multiplié par 4 ou 5 dans les 10 prochaines années. Et puis maintenant, on est dans la génération, la transformation, l'industrie de la transformation numérique. Tout devient digital, tout devient numérique. Comment allons-nous gérer, adresser toutes ces révolutions que nous venons de participer et de vivre? 20 années d'évolution dans le téléphone, c'est ça. Le premier, ça s'appelait un portable, enfin un transportable, 7 kilos. Radiocom 2000, ne quittez pas, ne recherchez votre correspondant. Puis ensuite, on a mis plein d'objets, des caméras, des appareils photo, des digitaux. Puis maintenant, vous avez votre smartphone.
il s'est passé quelque chose. Dans le monde de l'IoT, en 2003, on n'avait quasiment pas d'objets connectés. Aujourd'hui, on a à peu près 4-5 objets connectés. Je répète, on aura à peu près 30, 40, 50 objets connectés dans les 10 prochaines années. Vos lunettes, votre frigidaire, votre ceinture, vos chaussures, vos volets, tout sera connecté. Connecté, sécurité. Quels sont les enjeux et les difficultés d'aujourd'hui? Juste pour qu'on positionne les choses clairement, nous sommes 7 milliards 300 millions, 400 millions d'individus aujourd'hui sur la planète. Et il y a 2 ans, nous avons passé le cap des 50% de gens connectés. 7 milliards 600 millions, plus de 4 milliards de gens connectés. Si on fait un focus rapide sur la France, sur une population d'à peu près 65 millions d'habitants, nous sommes à 93% de taux de pénétration. On a déjà, aujourd'hui, en France, plus de 60 millions de connectés. Ça veut dire que c'est joué. On enlève les bébés, les personnes âgées, c'est fini. Il n'y aura pas de gisement chez nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les 20 prochaines années, 800 millions d'internautes vont arriver. Des gens qui auront une éthique, qui auront la volonté d'utiliser ce numérique à des fins louables, d'autres moins. Et c'est de là qu'on va parler un petit peu. 1 minute sur Internet, 750 000 $. 1 minute. Plus de 4000 pages vues. Je vous laisserai bien sûr la présentation pour celles et ceux qui veulent la voir. Ce sont des enjeux colossaux. En 1991, il y avait un site web. Il y en a plus de 1,2 milliard aujourd'hui. Les enjeux, qu'est-ce qu'ils disent nos médias tous les jours sur ces enjeux et difficultés d'aujourd'hui liés notamment à la cybersécurité? Il y a 2 ans, on vous a parlé d'une gigantesque fuite de données qui s'appelait les Panama Papers. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il faut retenir que la fuite a duré 6 mois. Pendant 6 mois, un tuyau s'est créé et les données ont réussi à fuiter en dehors de ce cabinet. Et les données, on les connaît. 6 mois. Perte du contrôle du patrimoine informationnel, on va y venir. Je perds le contrôle de mes données. Ça, c'est un véritable enjeu. Plus récemment, également, enfin il y a toujours 2 ans, Delta Airlines, panne gigantesque au niveau du système informatique, des milliers de personnes clouées au sol pendant 6 heures. C'est arrivé il y a 3 jours aussi à Saint-Lazare, à cause d'un panneau. La notion de la continuité de l'activité devient fondamentale également dans nos enjeux. Nous devons assurer la promesse client en assurant la promesse continuité de service, disponibilité de nos applications métiers, de nos services. Et puis, il y a eu un fait marquant également. OVH, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, OVH est une entreprise qui a pour vocation d'héberger tous vos sites Internet. Ils ont été victimes de la plus grande et vaste attaque DDoS de tous les temps. DDoS, Distributed Denial of Service. C'est-à-dire on empêche les serveurs de cette entreprise de bien fonctionner en les attaquant. Et je reviendrai tout à l'heure comment ça s'est produit et comment ils sont parvenus à faire cette attaque. Pour vous donner un ordre de grandeur, votre accès Internet chez vous à 5 mégas ou à 10 mégas, voire même à 100 mégas dans vos entreprises, là, on parle d'une attaque de 2 téras. C'est-à-dire que vous avez la capacité de remplir un disque dur chez vous de 2 téras en 16 secondes. C'est vous donner l'image de la dimension que ça représente, cette attaque. C'était sans précédent. Et à l'origine, juste des gens qui sont parvenus à prendre la main sur des caméras de surveillance qui avaient comme login, comme password. Youpi. Champagne. Et puis, il y a eu également Facebook. Ça, c'est très récent. C'est pas bien, M. Zuckerberg, c'est pas bien du tout. Oui, on va faire le nécessaire, c'est promis, Monsieur le Congrès. Quelques semaines après, encore 3 millions d'utilisateurs touchés. Et une fuite et des données qui étaient accessibles et en ligne pendant 4 ans.
Waouh! Est-ce qu'on peut tolérer et accepter encore cela? Je ne crois pas. Ce qui est intéressant dans ce slide que vous avez là, c'est que les mentalités, enfin, les dirigeants ont pris la conscience de la dimension de la problématique de la cybersécurité aujourd'hui. La première menace qui est identifiée aujourd'hui, c'est les cybermenaces. Enfin. C'est tellement plus simple d'attaquer à partir d'un PC avec une connexion Internet plutôt que de prendre une arme et d'aller dans une bijouterie pour la braquer. D'abord parce qu'il n'y a pas de frontières. D'abord, on peut se cacher. Et puis, on peut le faire de façon simultanée, sur plusieurs sites en même temps. Donc, première menace, les cyberattaques. Tiens, violation des données. Deuxième menace aujourd'hui, en termes de sensibilité pour les dirigeants. Et enfin, la panne. C'est exactement les trois fondamentaux que je vais évoquer avec vous dans le temps qui me reste sur ces enjeux et difficultés. On va parler beaucoup du sabotage, de la fraude et de l'exfiltration des données à toutes fins utiles. Exfiltration des données à toutes fins utiles. Vous allez cet après-midi avoir notamment un aspect sur le règlement général de la protection des données personnelles. De toute façon, vous n'avez plus le choix. Depuis le 25 mai, c'est comme ça. Mais là, il y a des sanctions maintenant, lourdes, financières. Vous allez devoir vous plier à ce règlement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que vous perdiez votre patrimoine informationnel. Il ne faut pas que vous perdiez vos données sensibles, vos données personnelles. À gauche, la coréenne. À droite, la française. Il y a un problème. Enfin, moi, je pense qu'il y a un problème. En haut, le dernier avion de combat chinois, le China SG-31. Vous avez remarqué les bleus. Voilà l'américain. Tiens, parfois il y a des petits soucis avec l'informatique. Il y a un problème. Vos données sensibles. Vous allez devoir protéger vos données sensibles, qu'elles soient confidentielles, du secret des affaires, du secret professionnel, d'un avantage concurrentiel. Vous allez devoir mettre en place des processus et des moyens pour pouvoir protéger vos données personnelles parce que vous n'avez plus le choix. La loi vous l'impose, le règlement vous l'impose désormais. Donc il appartient à chaque organisation aujourd'hui, notamment vous, de déterminer vous-même quelles sont les données qui ont une importance à vos yeux. Vous allez devoir faire ce travail, cartographier vos données sensibles, les identifier et bien entendu les protéger. Les protéger par rapport à quoi? À des différents vecteurs de fuite. Vous allez être surpris, les données, elles peuvent fuiter par les bâtiments, les fenêtres, les radiateurs. Oui, vous avez bien entendu. Vous connaissez la notion de hacking visuel? Les filtres de confidentialité. Utilisez-les dans les endroits publics. Vous avez également bien entendu tous les médias, que ce soit les réseaux informatiques, radio, les caméras, la surveillance. Tous ces moyens-là, malheureusement, sont également des vecteurs de fuite de vos données. Puis bien sûr, il y a le facteur humain. Et le facteur humain, c'est le principal chaînon compliqué à gérer dans la fuite de données. Parce que dans certains cas, il fait preuve de distraction, pas comme une machine, d'étourderie, de stress, de fatigue. Oups, j'ai cliqué. J'aurais pas dû. On vient de voir la perte et la notion du contrôle de votre système d'information, en particulier de vos données personnelles. Il y a malheureusement maintenant une nouvelle génération de menaces et d'attaques qui s'appelle les Advanced Persistent Threats, et je vais essayer de vous en parler quelques minutes. Ce sont les enjeux de demain. Croyez-moi. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure par rapport à la population mondiale sur la planète, et notamment celle qui est représentative par rapport à celle qui est connectée. Dans les 5-10 ans, 800 millions d'internautes vont arriver, ils vont venir d'Afrique, d'Asie, essentiellement. J'étais à Dakar le mois dernier pour une conférence sur les mêmes enjeux que je vous présente là. J'ai été frappé de la compétence et de l'expertise des jeunes et des étudiants. Frappé. J'espère qu'ils la mettront à bon profit.
La vraie question que vous devez vous poser, je vais vous faire peur un peu, je suis désolé, hein. C'est pas tant est-ce que je peux être victime ou quand est-ce que je vais être victime. La vraie question, c'est ce que vous ne l'êtes pas déjà. Il faut à peu près plus de 200 jours pour découvrir qu'on est victime d'une menace avancée. Vous avez bien entendu. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on parle d'attaques zéro day, des attaques dont on ne connaît pas leur fonctionnement, leur origine, leur naissance, ce qu'elles vont faire, comment elles sont entrées, à quelle fin. Et pour la plupart d'entre elles, elles sont tellement travaillées, préparées, ciblées, évoluées, qu'elles vont jusqu'à même effacer leurs traces avant de ressortir de vos systèmes. Waouh! C'est fini le vers slammer, I love you des années 80-90. Là, il faut qu'on reste sous les radars. Il ne faut surtout pas qu'on se fasse repérer. N'êtes-vous pas déjà victime d'une menace avancée? Posez-vous la question. Si on fait un rapide focus sur ce qui s'est passé l'année dernière, tout le monde a entendu parler de WannaCry. Plus grande cyberattaque de tous les temps. 300 000 PC dans 150 pays en moins de 3 heures. Waouh! Ça, c'est des vrais enjeux de demain, dont l'objectif consistait à demander une rançon. Un mois après, Petya, notre Petya, on recommence. On crypte par un protocole SMB sur le réseau qui permet de partager des ressources et des attachements disques. Parce que quelqu'un avait cliqué. Et dans la chose curieuse de NotPetya, c'est qu'il vous demandait une rançon. Vous pouviez payer la rançon par un lien, mais le lien ne fonctionnait pas. 220 millions d'euros chez Saint-Gobain, cela a coûté. Et sur leur ex, 80 millions d'euros. On ne parle pas de petites sommes, là. Deloitte, il y a des gens de Deloitte? Oui, on passe. Equifax, c'est une société qui fait comme métier la sécurité des données. Oui. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Le PDG a effectivement dû démissionner. Netflix, il y a des gens qui utilisent Netflix, c'est ce qu'on appelle un scam. Vous avez l'impression que Netflix vous envoie un message, parce qu'il est tellement bien préparé, travaillé, et il vous demande de vous changer vos logins et vos passwords. Ne le faites pas. Vous donnez vos codes cartes bancaires à n'importe qui, vous? Bah non. Le mot de passe, c'est pareil. On y reviendra à la fin sur les mots de passe. On a eu également, alors ça c'était intéressant, en octobre 2007, une attaque qui s'appelait Double Locker. C'est la première fois qu'un virus, un malware, réussissait à changer un code PIN. Waouh! Alors bien sûr, il changeait le code PIN, mais en plus, après, il chiffrait toutes les données du téléphone. Et là, vous n'aviez aucune solution autre que de payer la rançon demandée. PowerShell, une campagne massive de cyberespionnage, Ingmur, 1,7 million de victimes auprès de qui on a dérobé leur login, leur mot de passe, parfois leur adresse. Et dans les mots de passe, vous savez, parfois on vous demande une phrase secrète. Ça vous parle? Ils avaient la phrase secrète. Uber, 57 millions de comptes piratés. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, on pourrait passer des heures. Ça, c'était l'année dernière, ça a déjà bien commencé en 2018. C'est exponentiel, hein, les attaques. C'est quoi une attaque? On l'a définie comme une Advanced Persistent Threat. Advanced, ça veut dire qu'elle est avancée, elle est travaillée, elle est préparée. Il cible vos entreprises et vous êtes tous des cibles. Tous. TPE, PME, PMI, ETI, grand compte, tout le monde. Tout le monde est une victime. Et donc une cible. La combinaison des méthodes qu'ils utilisent font que ce sont des méthodes avancées. Persistantes, ça veut dire qu'elles ont déjà réussi à outrepasser vos outils classiques de sécurité, vos sondes anti-intrusion, vos firewalls, tout ça, ils ont réussi à les passer déjà. Et après, ils s'installent. Ils bougent de façon latérale sur vos réseaux. Ils ont un objectif bien précis, et on va le voir juste après. Et elles sont persistantes, pourquoi? Parce qu'elles sont sous les radars, on ne les voit pas. Souvenez-vous, 6 mois chez Panama Papers et à peu près 200 jours. Le temps qu'il faut pour se rendre compte qu'on peut être victime d'une menace avancée. Et bien sûr, pour menace, en anglais, threat, bah oui, c'est une menace. Et il faut s'en protéger. Il faut apporter des solutions, des réponses.
Et quelles sont-elles? Qui sont-ils? Je passe en bas les cyberterroristes. Il y a des gens dont c'est le métier. Je passe les cyberviolents. Là, c'est juste de l'insulte. Et je passe les cybermercenaires. Mais sachez-le quand même, dans l'underground, dans le darknet, il y a des mercenaires. On est 12, on est à votre disposition. Qui voulez-vous qu'on attaque? Ça vous coûte de temps. Oui. Ce qu'on a le plus pas de difficultés, mais sur lesquels on va devoir vraiment travailler, ce sont les cyberescrocs et les espions. Eux, ils veulent votre argent, ils veulent vous faire du mal, ou ils veulent vos données. On a travaillé avec l'AFNOR sur un guide de bonne pratique, notamment sur la protection et la prévention des données à caractère personnel, mais également sur la problématique des nouvelles menaces et des cybermenaces. Si je devais résumer les motivations de ces cyberattaquants, elles reposent sur 3 choses. Ils veulent votre argent. Ils vont mettre des menaces sur vos réseaux, sur vos machines, en chiffrant vos données et en vous réclamant une rançon. La fraude. Ils vont vous saboter vos systèmes, OVH. Ils veulent que votre système tombe, parce qu'ils n'aiment pas que vous soyez là, que vous ayez de belles activités. Et enfin, ils veulent utiliser vos données à toutes fins utiles. Pas que l'argent. Ça peut être des raisons morales. Connaissez-vous l'affaire Ashley Madison? Non. Je ne pense pas que j'ai le temps de m'étendre sur le sujet, mais éventuellement au cocktail, si les personnes veulent que j'en parle, je leur raconterai. Donc ils vont faire quoi? Dans certains cas, c'est la situation la pire. Ils vont rentrer dans vos systèmes, ils vont vous attaquer, ils vont vous faire un DDoS, donc ils vont saboter votre système d'information. Ils vont chiffrer vos données, vous demander de l'argent, et surtout, ils vont utiliser vos données. Là, ça veut dire que vous êtes dans la situation en rouge là-bas, et c'est la pire. Ils le font parfois par jeu, par raison politique, morale. Ils ont tout un tas de motivations. Tout est cyber aujourd'hui. On est rentré dans une époque, et ces prochaines années, où la norme, c'est le cyber. Cyberéconomie, cybercommerce, cyberdéfense. Je vous annonce qu'on aura des cybertribunaux, des cyberjuges, des cyberprocureurs, des cyberavocats. Je fais une conférence la semaine prochaine justement là-dessus. Parce qu'ils ne vont pas s'en sortir sinon. Ils ne vont pas s'en sortir. Le tout cyber est la norme pour le futur. Imaginez que dans le domaine de l'énergie, des hackers parviennent à prendre le contrôle d'un barrage et ouvrent les vannes. Waouh! Imaginez qu'ils arrivent à contrôler à distance un transformateur d'une centrale nucléaire. Je salue justement la présence de Madame De Terme, je crois, qui est là, avec qui j'ai eu pour un temps l'occasion de travailler sur ces problématiques liées au système industriel SCADA. Vous n'êtes pas protégé non plus. Je salue aussi, ils ont sorti un guide qui vous est dédié pour le monde industriel. Imaginez que dans le domaine du transport, des hackers parviennent à prendre la main sur le contrôle aérien d'un aéroport, ou décident d'envoyer un méthanier de 345 mètres de long, 266 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié. C'est quoi? C'est la consommation d'une ville comme Lyon pendant un an, et l'envoyer dans un port. C'est de la science-fiction ou ça peut se produire? Ça, ce sont les enjeux de demain. Qu'est-ce que vous allez devoir faire par rapport à ces nouvelles menaces? Je vous rappelle, j'ai que 30 minutes pour tout vous raconter. Soyez indulgents. Vous allez avoir la nécessité de réviser vos stratégies de sécurité. La SSI,
la continuité de l'activité, la prévention, la gestion de la fuite de l'information, le data leak prevention. Et cela, vous allez devoir le faire non seulement en accord avec les gens dont c'est le métier, les RSSI, les gens de la cybersécurité, le Data Protection Officer, mais également les gens métiers. C'est eux qui savent ce qui est sensible ou pas. Vous allez devoir vous poser de nouvelles questions. Est-ce que mon plan de continuité actuel, il couvre le cyberrisque? Est-ce que mon SI actuel peut-il devenir un facteur aggravant dans l'attaque que je vais subir? Vous allez devoir investiguer dans des nouvelles pistes de travail pour répondre à toutes ces questions. Finalement, la vraie question que vous devez vous poser par rapport aux cybermenaces, êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Quelles sont-elles? Quels impacts elles auront? Sur quel périmètre il va falloir que ces nouveaux types d'attaques pourraient m'impacter? Toutes ces questions, vous allez devoir vous les poser ou les poser aux personnes qui le savent, qui connaissent les réponses, ou qui vont vous accompagner pour les traiter. Des moyens, il y en a. Déjà, je vous en supplie, même chez vous, faites des mises à jour. Faites les mises à jour de vos systèmes, de vos OS, de vos applicatifs, de vos runtime, de vos éléments de votre chaîne de connectivité réseau. Faites les mises à jour. Ce n'est pas pour rien qu'elles existent, je vous assure. Utilisez les outils de protection périmétrique que j'évoquais tout à l'heure, les sondes anti-intrusion, les firewalls, tout ce que vous pouvez rajouter pour pouvoir protéger votre patrimoine informationnel ou éviter une attaque, installez-les. Ne leur facilitez pas la tâche, s'il vous plaît. L'attaque Aurora, qui a été une attaque qui a fait de grands retentissements, aurait pu juste être évitée si les gens avaient basculé sur Internet Explorer 6. Vous devez également sensibiliser vos utilisateurs à la sécurité et à la cybersécurité. Surtout, demandez-leur d'identifier une anomalie, un comportement pas normal. Ne gardez pas ces informations pour vous, remontez-les aux gens dont c'est le métier. Des nouvelles pistes. Je ne vais pas trop m'étendre sur le plan de continuité d'activité, mais imaginez, j'ai un site principal, j'ai un site de secondaire ou de secours. Je mets une architecture que l'on dit synchrone, full synchrone. Quand j'écris là, j'écris là. Et pourtant, ce ne sont pas deux mêmes sites. Ce sont deux adresses cadastrales distinctes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir une menace qui peut durer 200 jours avant qu'on la découvre. Ça veut dire que si je l'ai là, je l'ai là. Ah oui. Comment on répond à cette problématique de la continuité de l'activité dans l'environnement cyber, à une cybermenace? Vous allez devoir vous poser ces nouvelles questions. Redémarrer avec des masters sains, redémarrer des serveurs et des applicatifs en un temps chronométré. Vous avez d'autres outils. L'ANSSI, tout le monde connaît l'ANSSI, j'espère. Juste pour vous situer les choses, 2008, ancienne Direction Générale Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information, ils sont 30-40. Et puis arrive l'ANSSI en 2009. Savez-vous combien sont-ils aujourd'hui? 450, ils sont sous-effectifs. Eh oui. Et pire encore, dans ma conclusion, je vais aborder la problématique de la pénurie des ressources. Ils ont aspiré tout le marché. Ouais. Donc l'ANSSI est à votre service et s'appuie également sur des partenaires certifiés, d'audit, d'incidents de sécurité. Utilisez-les. Travaillez conjointement avec des instituts, le CHESI, l'INEGI et d'autres qui proposent des formations de l'accompagnement dans ces problématiques et ces enjeux liés aux cybermenaces. Vous avez des documents et des normatifs, je peux en parler, ça fait 15 ans que je suis à l'AFNOR, et vous avez bien sûr les normes ISO. Je rappelle qu'une norme n'a aucun caractère obligataire, c'est volontaire. C'est volontaire, certes, mais maintenant, quand vous n'avez pas la capacité de démontrer que vous êtes certifié ISO 27000 ou 22301 ou 31000 ou 9000, bah vous fermez des marchés. Et puis il y a des méthodes d'analyse de risque et de gestion des risques que vous connaissez sans doute, et le cas échéant, je serais ravi de vous en parler. Alors, pour conclure rapidement sur les enjeux et les difficultés, c'est une vraie nécessité que vous avez aujourd'hui de prendre en compte cette problématique.
Pourquoi? Parce que ça évite à une organisation de devenir victime et par conséquent d'en subir des impacts que j'ai pu déjà évoquer. Parce qu'il faut que vous sensibilisiez vos collaborateurs sur ces enjeux, mais pas que pour eux, même chez vous. Je vais vous surprendre dans ma conclusion dans mon dernier slide. Et enfin, parce que ça peut présenter un avantage rassurant vis-à-vis de vos collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires, voire dans certains cas un élément commercial, différenciateur. Oui, moi j'ai un PCA, monsieur. Oui, j'ai mis en place une politique de prévention, de gestion de mon capital et de mon patrimoine informationnel. Oui, on est en train de se focaliser sur la problématique des cybermenaces. Travaillez avec nous. C'est mieux que on y pense, on y réfléchit. En jeu, ça n'est plus la cybersécurité une option. Non. C'est incontournable. Vous allez devoir prendre cette dimension, cette nouvelle révolution, cette nouvelle problématique associée aux cybermenaces. On va devoir voir dans le prochain demi-siècle une évolution en matière de confiance numérique. Eh oui, il va falloir qu'on le crée. On parle de la blockchain. Est-ce que c'est la vraie solution ou pas? Peut-être, ou en partie. Et sachez-le, la question de la cybersécurité, et de ses réglementations, ça a pris une place de plus en plus importante au niveau de l'Organisation mondiale du commerce et du Forum économique mondial. Et ça y est, ils en ont pris conscience, enfin. Elle figure, les cyberattaques, par le top 5 des risques pour 27 économies. Les difficultés, il y en a, beaucoup, qui se présentent devant nous. Nouvel ordre numérique, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir l'inventer, le mettre en œuvre. Ça, c'est faisable dès l'instant où les pays et les nations échangent, parlent. Et quand on parle de données sensibles, c'est plus compliqué. Et pour vous, les entreprises, vous allez devoir faire face à 3 problématiques majeures, notamment vous, le monde de l'ETI, de la PME. Pénurie de compétences, comme je l'ai évoqué. Oui. Marché international trop fragmenté et dispersé, et bien entendu, une entreprise qui est souvent sous-dimensionnée, fragile financièrement et vulnérable. Vous allez devoir affronter ces difficultés et y répondre. En synthèse, j'ai 10 points. Ensemble, on va les dérouler. C'est pas mal en timing? Vous devez déterminer et maintenir une organisation relative au processus de gestion du risque au sein de vos organisations. Ça ne veut pas dire qu'il faut appeler Andersen Consulting ou bien Deloitte ou Ernst & Young. Non, 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 non. Des fondamentaux, des principes simples, on va à l'essentiel et du bon sens. Où sont mes risques? Où sont mes données sensibles? Comment je peux assurer la continuité de mon activité? Comment je peux faire face à ces nouvelles menaces? Quels outils je peux mettre en place? Qui peut m'accompagner? C'est simple. Vous allez devoir identifier des responsabilités. Vous avez probablement vu apparaître ces dernières années, quand j'évoquais dans mon introduction les différentes révolutions, on a vu apparaître à l'époque des responsables bureautiques, des directeurs informatiques, puis des DSI, puis des webmasters, puis des RSSI, des RPCA, aujourd'hui des DPD, enfin le Data Protection Officer en français, délégué à la protection des données. C'est des nouveaux métiers. Il va falloir identifier ces responsabilités au sein de vos organisations. Et dans certains cas, vous êtes obligé, RGPD. Je vous invite fortement à mettre en place un plan de continuité d'activité au sein de votre organisation, parce que la promesse client, c'est vous qui la définissez, et si votre degré d'exigence est élevé, plus il le sera, plus vous devrez mettre des moyens pour assurer cette promesse. Mettre en place une politique de gestion et de prévention de la fuite de l'information, je l'ai suffisamment évoqué dans cette présentation. Protégez-vous, évitez la perte de votre contrôle de patrimoine informationnel. C'est essentiel. C'est un des enjeux de demain. L'or noir de demain n'est plus le pétrole, c'est la donnée. Vous pouvez, dans certains cas, créer une sorte de commandement de vos incidents en matière de cyber, ce qu'on appelle des SIEM ou des SOC. Implanter une cellule de gestion de crise, c'est toujours bon. J'évoquais la question tout à l'heure, êtes-vous prêt? Le jour où vous l'êtes, c'est mieux que quand vous ne l'êtes pas. Je m'explique. J'ai
régulièrement des entreprises qui nous sollicitaient chez Mirka pour réaliser ce qu'on appelle des tests de pression médiatique réelle, PMR. On crée un scénario, on fait intervenir un journaliste, et ce journaliste a une seule obligation: désarmer, déstabiliser la responsable de la communication. Faites ce genre d'exercice, je vous assure, ça vous facilite les choses où ça vous arrive, quand ça vous arrive. Maintenez bien sûr à jour tous vos systèmes. Je suis un ancien skieur, à l'époque on voyait beaucoup le SF. Éduquer, sensibiliser, former tous les gens, tous vos collaborateurs dans vos entreprises. N'oubliez pas les aspects juridiques et impliquez tous vos collaborateurs. N'en oubliez pas. C'est mon dernier slide. Savez-vous quel est le mot de passe le plus fréquent chez les femmes? Oui. Alors, il y a des études qui l'ont montré. Soleil, vacances. C'est véridique. Ne riez pas, messieurs, ne riez pas, messieurs. Ne riez pas. Messieurs, connaissez-vous le mot de passe le plus fréquent chez les hommes? Football, Zidane. Ou Superman. Ce n'est pas les mêmes. Savez-vous combien de temps il faut pour craquer un mot de passe de 6 caractères? 4 à 5 minutes avec des outils en ligne sur Internet. Savez-vous maintenant combien de temps faut-il pour craquer un mot de passe de 10 caractères, incluant minuscules, majuscules, caractères spéciaux et nombres ou chiffres? 265 années. Ah, j'en connais qui vont peut-être changer leur mot de passe. Pourquoi il est utile de changer votre mot de passe? Toutes les attaques que j'ai pu évoquer tout à l'heure. J'ai encore un peu de temps ou pas? Tout petit peu. Dans la plupart des cas, les gens, les cyberattaquants, ont réussi, sont parvenus à s'octroyer des droits. S'ils s'octroient des droits, ça veut dire qu'ils sont chez eux. Avant de laisser ma parole à mon ami Arnaud, qui va... Parce que si vous perdez votre mot de passe, notamment celui qu'administrateur, là vous êtes en situation de crise. Et si vous êtes en situation de crise, c'est mon ami Arnaud qui va vous expliquer ce qu'il va falloir faire. Mais juste avant, puisqu'on m'accorde le temps, l'histoire que je vous raconte est véridique. Des hackers sont rentrés dans le système d'information d'une entreprise, rayonnement international, une belle entreprise. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient rentrer dans le système d'information et commencer à naviguer, à découvrir, à faire appel du social engineering, voir les réseaux sociaux, récupérer des données, des noms, des fonctions. Ils ont même réussi à savoir que cette entreprise avait un compte bancaire dans une banque très connue en France. Peu importe, Société Générale, Crédit Lyonnais, on s'en moque. Ils sont allés ouvrir un compte en banque, dans la même banque et dans la même agence. Quelque temps après, ils sont rentrés à nouveau dans le système d'information. Et là, jackpot. Ils sont devenus administrateurs réseau. Il y en avait un qui traînait. Alors, administrateur réseau, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est comme si vous partez de chez vous, vous donnez vos clés à quelqu'un. Il fait tout ce qu'il veut. Et là, ils ont commencé à naviguer, à découvrir, à prendre en compte la dimension du système d'information, comment il était architecturé, quels étaient les applicatifs, les serveurs. Ah, les serveurs, arborescence. Ah, direction financière. Ah, direction comptabilité, compte client. Waouh, champagne. Ils sont ressortis. Quelques semaines plus tard, ils sont rentrés de nouveau, un vendredi, 27 juillet, à 18h. C'est pas innocent. Ils sont rentrés. Ils y ont passé le week-end. Dans chaque sous-répertoire des comptes clients, ils ont changé tous les codes IBAN. Oui, oui. Vous avez bien entendu. 27 juillet, 17h, début août. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Surtout qu'il y avait des règlements qui devaient arriver, parvenir. Et les gens étaient persuadés que l'argent partait, puisqu'il partait dans la même banque. Pas le même compte. Ça a duré quelques semaines. Des semaines qui se sont chiffrées en plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous allez me dire, mais on va les retrouver. Essayez. À chaque fois que le virement qui avait été opéré, pas dans le compte normal du client, vers l'entreprise, mais vers le compte des hackers,
Dès que le compte était crédité, la somme, elle était découpée en 50 et elle partait sur toute la planète. Là, vous pleurez. Et la difficulté, c'est que justement, ces hackers-là, dans cette cible-là, dans ce cas de figure-là, ils ont effacé toutes les traces des logs. Protégez vos mots de passe. Utilisez des logiciels de mots de passe, je vous en supplie. Et j'ai une bonne nouvelle, avant de laisser la parole à Arnaud. Dans les 3 à 5 ans, vous n'aurez plus de mots de passe, parce qu'à chaque fois on me dit ah, Bruno, les mots de passe, moi j'en peux plus, j'en ai trop. Dans les 3, 4, 5 ans, on va, je pense, supprimer le mot de passe et mettre à profit des jeux de combinaison. Une voix, une empreinte et éventuellement un objet connecté. Waouh! Ce sera beaucoup plus confortable. Mais si vous ne protégez pas d'ici là vos mots de passe, vous risquez d'être une victime d'un cybermalveillant, d'un cyberattaquant, d'un escroc, ceux que je vous ai présentés. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Arnaud, c'est à toi de répondre. Merci pour votre attention.